Le deuxième dossier maintenant, donc qui vient également du site du CNCI. Cette fois-ci, ça concerne la stimulation cardiaque dans la prévention des syncopes chez les patients avec syncope vasovagale récidivante sévère. Donc, juste avant d'aborder la question 1, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure concernant, dans l'introduction, comment répondre à une question sur quelle est la question étudiée, quel est l'objectif de l'article. Ici, c'est un essai thérapeutique, donc c'est vraiment l'article type par excellence, en général, qu'on maîtrise bien et sur lequel on a plein d'arguments méthodologiques à essayer, à utiliser. Répondre à la question quel est l'objectif, quelle est la question étudiée. J'avais dit qu'on peut répondre en quoi, quelle est la question, chez qui, pourquoi elle est étudiée, dans quel but et comment elle est étudiée. Là, ici, pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait préciser que quoi, qu'est-ce qui est étudié. Là, c'est la stimulation cardiaque. Chez qui c'est étudié, donc quelle est la population concernée. La population, c'est les patients qui présentent des syncopes vasovagales récidivantes sévères. Dans quel but c'est étudié? Parce qu'on cherche un moyen de prévenir ces syncopes. Et comment est-ce que c'est étudié? C'est étudié par comparaison au placebo. Un placebo qui est donc un stimulateur mis en place mais non fonctionnel. Donc là, vous voyez que vous avez bien les 4 éléments qui résument un petit peu la méthodologie de l'article finalement. Donc c'est intéressant d'avoir réfléchi sous cette forme pour être passé à côté d'aucun élément. Ça peut vous servir également dans les questions ou même dans la compréhension de façon générale. Si on passe ensuite à la question 1, donc la question 1 elle concerne la population. L'intitulé exact, c'est « Caractériser la population des patients à laquelle s'appliquent les résultats ». Bon, finalement, si on traduit la question, il s'agit juste de vous demander, puisqu'on vous demande à qui s'appliquent les résultats, finalement, quelle est la population étudiée par l'essai. Donc finalement, ça va être, on en revient toujours aux modalités de sélection de l'échantillon. Donc vous revenez, vous savez que ça se trouve dans le paragraphe matériel et méthode. Ici, c'est dans le premier paragraphe où vous avez la description de l'échantillon. Sachant que si on vous avait demandé de commenter les critères d'inclusion et d'exclusion, il aurait fallu penser à une petite chose supplémentaire qui aurait été de citer, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, le lieu et la période de sélection. Là, on vous demande juste donc de décrire l'échantillon qui pourra être ensuite et les caractéristiques de l'échantillon en fait, qui décrit la population à laquelle s'appliqueront vos conclusions. Donc là, question bête et méchante, on reprend dans l'article et on cite les critères. Il s'agit donc de sujets âgés de plus de 19 ans qui ont présenté au moins 6 épisodes de syncope vasovagale ou 3 épisodes mais dans un délai de 2 ans, qui présentent un test d'inclinaison positif, en l'absence d'autres causes de syncope, de valvulopathie, de maladies coronaires, d'atteinte myocardique, d'anomalies ECG ou de pathologies sévères non cardiovasculaires. Il s'agit juste de reprendre la liste dans le matériel et méthode et de la recopier. Il ne faut pas avoir de scrupules, il faut être complet. Donc tout ce qui est marqué dans l'article, vous le remettez. Et comme j'ai dit, si on vous avait demandé quels étaient les critères d'inclusion et les critères d'exclusion, dans ce cas-là, il aurait aussi fallu dire qu'il fallait tomber dans la bonne période de l'étude et dans le lieu de l'étude également, qui était donc multicentrique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question 1, une question assez simple. La question 2, ensuite, elle porte sur la randomisation. Donc là, ce qui concerne la randomisation, vous savez aussi qu'on est toujours dans le paragraphe matériel et méthode. Et au fur et à mesure de votre lecture, vous avez identifié différents paragraphes dans le texte qui parlent de cette randomisation. Donc ça, c'est un petit peu une particularité de cet article, parce que si je me souviens bien, les informations sur la randomisation, vous les trouvez à plusieurs endroits. C'est discuté dans le matériel et méthode. Mais après, vous avez des petites informations qui reviennent un petit peu plus loin, y compris même dans les résultats. Donc, vous l'avez noté lors de votre première lecture, donc vous pensez bien à vérifier les différents paragraphes, puisque, comme vous aviez vu qu'il y avait une question sur la randomisation, vous avez entouré en gros tout ce qui s'y rapportait. Petit point méthodologique sur la randomisation. D'abord, les buts de la randomisation, quels sont-ils ? Éviter les biais de sélection, bien sûr, et s'assurer que les groupes soient comparables.
Bon, ça, là, c'était pas ce qui était discuté. Ici, ce qu'on vous demandait, c'était de contrôler la qualité de la randomisation, de vous prononcer sur la qualité de la randomisation. Là, les arguments que vous devez avoir en tête. D'abord, c'est que pour pouvoir juger de la qualité de la randomisation, la chose indispensable, c'est qu'il faut qu'elle soit suffisamment précisément décrite dans l'article pour que vous puissiez juger. Donc ça, premier élément. Est-ce qu'effectivement la méthode est décrite précisément? Si oui, vous allez reprendre chaque élément et essayer de vérifier que ça colle avec les critères de qualité que vous avez appris. Donc je vais revenir sur ces critères de qualité, les différents points, mais en gros, vous allez devoir essayer de retrouver les éléments qui concernent la façon dont la séquence de randomisation a été générée, ensuite la façon dont la randomisation en elle-même a été organisée, le moment auquel la randomisation est intervenue, et enfin les caractéristiques en termes de stratification, etc. Donc ça, je vais le redétailler. Le troisième point qui va vous permettre de juger de la qualité de la randomisation, c'est ensuite en regardant le tableau 1, c'est-à-dire voir si la randomisation a été efficace, si elle a produit des groupes qui sont effectivement comparables. Donc 3 choses pour juger de la qualité de la randomisation. La première chose, c'est qu'elle doit être précisément décrite, sinon ça va être dur de se prononcer. La deuxième chose, donc, ça va être de reprendre chacun des critères de qualité en termes de séquence, d'organisation, de moment où intervient la randomisation et puis de caractéristiques de la randomisation. Et la troisième chose, est-ce que la randomisation a été efficace, que vous vérifiez au moyen du tableau 1. Donc j'ai dit, le plus important, c'est les critères de qualité de la randomisation. 4 choses. Premièrement, la séquence de randomisation elle-même. En gros, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit imprévisible. Le mieux, c'est la liste aléatoire qui est générée par informatique ou par une table de tirage. Ça, c'est le mieux. La séquence purement aléatoire. Donc, si c'est comme ça, vous pouvez dire que c'est un bon point. Ce qui serait un mauvais point, c'est au contraire si la randomisation, elle se fait en fonction de critères chronologiques ou de critères géographiques. Ça, c'est pas une bonne méthode, c'est pas aléatoire, ce sera un point négatif. Donc l'idéal, la séquence générée par ordinateur. La deuxième chose, l'organisation de la randomisation. Donc vous avez votre séquence, mais ensuite, qui a utilisé la séquence, comment est-ce que ça s'est passé? Donc ce qu'il faut, c'est que l'attribution du patient, l'orientation du patient dans un groupe ou dans un autre, le fait qu'il reçoive le traitement ou le placebo, soit bien soumise au hasard grâce à la séquence de randomisation. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il aille dans un bras ou dans un autre doit rester secret. Donc ça, le moyen typique, c'est grâce aux enveloppes scellées. Ça, c'est pour le moment de l'assignation. Le point, qui est souvent celui qu'on peut facilement discuter dans l'article, c'est d'être sûr que les intervenants soient indépendants. Celui qui randomise, c'est pas celui qui investigue. Donc, chacun son rôle, mais c'est pas la même personne qui est investigateur ou qui randomise. Une personne établit la séquence, une personne randomise, une personne mène l'investigation. Indépendance. Ensuite, ce qu'il faut, pour être sûr qu'il y ait bien cette indépendance, c'est que l'investigateur n'ait pas accès ensuite à la liste. Et ça, le plus facile, c'est que les investigateurs ils soient dans les centres et que la randomisation, elle soit centralisée, gérée à un endroit, en un point, ce qui assure que les investigateurs, partout ailleurs, n'aient pas accès à la séquence de randomisation. Ensuite, le dernier point, dans cette organisation de la randomisation, pour maintenir finalement le caractère secret, il faut, donc votre patient a été mis dans un groupe ou dans un autre et ça c'est secret, l'investigateur n'est pas au courant. Ensuite, il ne faut pas qu'il puisse le découvrir avec les traitements, donc il faut que les traitements soient bien indiscernables l'un de l'autre pour maintenir le double aveugle. Le troisième point, en ce qui concerne la chronologie, le moment où arrive la randomisation, c'est important de souligner qu'elle doit intervenir le plus tard possible. Le dernier point, ça va être de décrire les caractéristiques de la randomisation. Est-ce que c'est des caractéristiques pertinentes ? Quand on parle des caractéristiques de la randomisation, systématiquement, vous devez penser, est-ce que c'est une randomisation centralisée? Parce que c'est mieux que la randomisation soit réalisée dans un seul centre plutôt qu'elle soit réalisée en multiples endroits localement. Donc ça, c'est un critère de qualité encore. Et enfin, ça va être ensuite de vous prononcer sur les restrictions à la randomisation. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a eu une randomisation par bloc, avec à chaque fois, pour chaque bloc, autant de patients inclus dans un groupe et dans un autre.
Est-ce qu'il y a eu une randomisation stratifiée sur certains facteurs, en particulier sur les facteurs de confusion, pour être sûr que les caractéristiques des deux groupes sur ce facteur soient identiques dans chaque groupe. Donc, j'ai dit, juger de la qualité de la randomisation, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'informations dans le texte, est-ce qu'elle est décrite précisément, est-ce qu'on a les informations et est-ce que ça répond bien aux critères de qualité en termes de génération de la séquence, d'organisation de la randomisation avec indépendance des intervenants et maintien de l'aveugle. Est-ce que la randomisation est intervenue le plus tard possible? Et enfin, est-ce que, du point de vue des caractéristiques, c'est pertinent en particulier? Est-ce qu'elle est centralisée? Est-ce qu'elle a été stratifiée sur les facteurs de confusion qui paraissent intéressants? Enfin, est-ce qu'elle a été efficace? Ça, on vérifie avec le tableau 1. Donc, si on reprend par rapport à notre article ici. Premier point, est-ce que la randomisation est décrite en détail? Oui. Vous retrouvez un certain nombre d'informations au fur et à mesure du texte. Et là, vous avez vraiment des choses à discuter. Donc oui, elle est décrite en détail et ça, c'est un bon point. Et c'était cité dans la correction du CNCI. C'est quelque chose vraiment à mettre en exergue, le fait que ce soit détaillé dans l'article. En ce qui concerne donc, les critères de qualité, on a dit. Ce qui concerne, premier point, la séquence. Là, par contre, on n'a pas d'informations. Le reste est bien détaillé, mais on n'a pas d'informations sur la façon dont la séquence a été générée. En ce qui concerne l'organisation, donc on vous dit que la randomisation est centralisée. Donc là, vous le soulignez, c'est un point positif. En ce qui concerne l'indépendance des intervenants, c'est le cas, puisqu'on a dit que la personne, il est dit dans l'article, que la personne qui est responsable de la randomisation ne participe pas au recrutement des patients, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas qui est incluable ou pas, elle prend les sujets qu'on lui propose, elle les assigne dans un bras ou dans l'autre. Et cette personne qui réalise la randomisation ne fait pas partie des investigateurs non plus. Donc il y a bien indépendance des intervenants. C'est indispensable ensuite pour l'aveugle, bien sûr. En ce qui concerne le moment de la randomisation, ça, c'était pas cité dans la correction. Mais on dit toujours que la randomisation, le mieux, c'est qu'elle intervienne le plus tard possible. Et là, c'en est un assez bon exemple, puisque vous voyez que votre randomisation, elle intervient après la pause du stimulateur. C'est-à-dire que vos patients qui ont été sélectionnés, pour être inclus dans l'article, on leur pose d'abord le stimulateur, donc tous. Ensuite, on les randomise pour savoir s'ils vont être dans le groupe stimulé ou non stimulé. Et à ce moment-là, on programme le stimulateur donc, en fonction du groupe de randomisation. Donc c'est vraiment une randomisation qui intervient assez tard. C'est un assez bon exemple. Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques de la randomisation, l'article précise, donc vous le citez, qu'il s'agit d'une randomisation par bloc. Et ce qui est un point positif, puisque c'était ce qu'on vous demandait, de souligner les points positifs de la randomisation. C'est pas tellement le fait que ce soit par bloc, mais c'est le fait que la taille des blocs soit variable, et que du coup, comme elle n'est pas connue des centres, ça empêche les investigateurs de pouvoir prévoir dans quel groupe va être le prochain patient. Donc c'est un bon élément pour éviter justement que les médecins puissent deviner le groupe d'affectation. Donc préciser, il s'agit d'une randomisation par bloc, et ce qui est positif, c'est le fait qu'il s'agisse de blocs de taille variable. Et ensuite, ce qui n'était pas cité ici, mais qui est vraiment un élément, je pense, qui mérite d'être cité, c'est de dire qu'il s'agit d'une randomisation qui a été stratifiée par centre, c'est-à-dire que dans chaque centre, il y a eu autant de patients mis dans chacun des groupes, et ça, c'est très important pour éviter un biais qui est l'effet centre. Si jamais il y avait s'il y avait un centre qui incluait beaucoup plus de patients, ou beaucoup plus de patients si dans un des groupes, il y avait beaucoup plus de patients venant d'un centre très développé, très performant, qui sont un petit peu le centre de pointe dans cette pathologie, ça créerait un biais. Donc c'est important vraiment que ce soit stratifié par centre pour éviter l'effet centre. Ça, c'est des mots-clés qui me paraissent vraiment importants à citer ici. Donc la question 3 maintenant. Donc l'énoncé, c'était dans cette étude, les auteurs ont choisi comme traitement de comparaison l'implantation d'un stimulateur non actif. Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels, scientifiques et éthiques de ce choix? Qu'est-ce qui indique que les avantages ont été jugés supérieurs aux inconvénients? Donc, on vous demande à la fois les avantages, les inconvénients sur le plan scientifique et éthique. Donc vous organisez votre réponse telle quelle. Et ensuite, vous concluez. Les avantages, d'abord.
Du point de vue scientifique, l'intérêt d'avoir mis un stimulateur actif et d'avoir été jusqu'à mettre un stimulateur non actif dans le groupe contrôle, c'est ce qui permet de réaliser l'étude en double aveugle. Et le double aveugle, l'intérêt, c'est qu'il permet d'éviter des biais. Ici, c'est discuté dans l'article, on vous le dit. Un des biais qui est discuté, c'est que ça permet de s'affranchir de l'effet placebo. Donc ça, c'est le biais qui est évoqué par les auteurs. Puisque, vu qu'on a mis le stimulateur qui a eu l'acte chirurgical, l'effet placebo lié à l'acte chirurgical, il est le même dans les deux groupes. Donc nos groupes sont comparables sur ce plan-là. La seule différence qu'il peut y avoir entre eux, c'est la différence qui est liée à l'efficacité réelle du stimulateur. Donc ça, juste pour que vous vous repériez, c'était cité dans la première colonne, sur la dernière page de l'article. C'est un intérêt qui est discuté par les auteurs. La deuxième chose que vous pouviez citer, parce que quelque part c'est l'intérêt de façon générale du double aveugle, quand on utilise le double aveugle dans un essai, le but de procéder en double aveugle, c'est de s'affranchir des biais de recueil des informations, donc des biais d'évaluation et des biais d'analyse, dont on sait qu'ils existent quand on procède en ouvert, parce qu'il y a de la subjectivité, parce qu'on ne va pas procéder tout à fait de la même façon. Et ça, c'est également cité dans la page 4 de l'article. Ce n'était pas proposé dans la correction du CNCI, mais je pense que c'est l'intérêt inhérent dès qu'on choisit de procéder en double aveugle. Deuxième point, du point de vue éthique. Les avantages du point de vue éthique. Bon, là c'est pareil, c'est cité dans l'article. Ce que vous pouvez utiliser pour justifier l'avantage éthique, c'est de dire que même si on a mis en place un stimulateur chez le groupe contrôle, donc un stimulateur dont on ne se sert pas, l'avantage pour eux, c'est quand même qu'après l'étude, à l'issue, ils pourront bénéficier de l'activation du stimulateur, et que donc si on a mis en évidence un intérêt, un bénéfice, ils en profiteront aussi. Les inconvénients maintenant, sur le plan scientifique et éthique, là je crois que les deux se rejoignent un peu. L'inconvénient qui paraît assez évident, c'est que pour mettre un stimulateur non actif, on a quand même besoin d'un acte chirurgical qui reste un acte invasif, qui fait courir des risques aux témoins, ce qui est d'ailleurs confirmé a posteriori et discuté, puisque vous avez dans le tableau 2 la liste des complications survenues dans chacun des groupes, et il y a des complications qui existent dans le groupe placebo. Donc, un acte invasif qui fait courir un risque, scientifiquement et éthiquement, ça paraît quand même être un inconvénient. On vous demande ensuite qu'est-ce qui indique que les avantages ont été jugés supérieurs aux inconvénients. Là, en quelque sorte, il s'agit de conclure votre question. Vous avez vu, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Un inconvénient pas négligeable, donc avec cet acte invasif. Mais ce qui indique que les avantages ont été jugés plus importants, c'est tout simplement le fait que l'étude a été autorisée. Si vraiment il y avait trop d'inconvénients, l'essai n'aurait pas eu d'autorisation, ni des comités d'éthique, ni des comités de protection des personnes, et n'aurait vraisemblablement pas reçu le consentement des patients. Donc ça, c'est ce qui permet de juger que les avantages sont plus importants. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur la question 3, qui était vraiment là l'analyse de l'article. La question 4 ensuite. Donc la question 4, on vous interroge sur la figure 1 et on vous demande qu'est-ce qui aide à juger la validité de l'étude et des conclusions des auteurs dans la figure 1. Donc premièrement, on reprend la figure 1, on ne se trompe pas, c'est pas le tableau 1, c'est la figure 1. De quoi il s'agit ? Il s'agit du flowchart, donc qui en gros permet de suivre l'évolution des effectifs au cours de l'étude, de suivre la cohérence des effectifs. Donc ça nous renseigne pas mal sur la qualité de réalisation de l'étude, sa qualité méthodologique et donc sur sa validité interne. On vous interroge, donc la question elle porte sur le terme de validité. Quand on vous parle de la validité, les points qui sont à aborder dans votre analyse, ça va être de discuter bien sûr la signification statistique et clinique des résultats, et ensuite ça va être de raisonner en termes de validité interne et validité externe. Je vous rappelle que la validité interne, c'est vraiment ce qui est intrinsèque à l'étude, c'est sa qualité méthodologique de réalisation. La validité externe, c'est ce qui fait que votre étude est généralisable à la population, qu'elle peut être extrapolée.
c'est aussi le fait qu'elle est cohérente avec les autres données de la littérature. Donc là, la validité externe, c'est une vision beaucoup plus globale. Ça, à la fois donc de vous demander si votre échantillon est représentatif de la population et est-ce qu'on peut appliquer les conclusions à l'ensemble de la population et enfin est-ce que c'est cohérent avec le reste des informations, le reste de la littérature mais aussi vos connaissances scientifiques, physiopathologiques, etc. Donc ça c'est pour la validité externe. En ce qui concerne le flowchart en lui-même, donc c'est ce qui permet, j'ai dit, de suivre la cohérence, l'évolution des effectifs au cours de l'essai. Si vous le regardez, là, vous voyez que vous avez d'abord le nombre de sujets qui répondent aux critères d'inclusion, donc les sujets qui sont potentiellement incluables. Ensuite, on en élimine certains, ceux qui sont donc exclus à cause des critères d'exclusion ou ceux qui refusent de donner leur consentement. Il nous reste une deuxième population, un peu plus petite, qui correspond à l'échantillon effectivement inclus dans l'essai et randomisé. Donc ce qui est important entre ces deux effectifs, c'est que vous sachiez à quoi correspond la différence donc, entre ces deux étapes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des sujets exclus ou est-ce que c'est des refus de participer ? Si oui, éventuellement, les motifs du refus, les motifs de l'exclusion. La ligne suivante, ça va être tout en bas le nombre de sujets analysés. Donc là, important toujours de comparer, parce que s'il y a une différence avec le nombre de sujets qui a été randomisé, ça veut dire que l'analyse n'est pas en intention de traiter. Donc votre flowchart, il répond directement au fait que l'étude est ou pas en intention de traiter. Et du coup, s'il y a une différence entre le nombre de sujets randomisés dans un groupe et le nombre de sujets analysés, ça veut dire qu'il y a eu un biais d'attrition, c'est un biais à discuter. Et là aussi, vous devez vous demander pourquoi, à quoi correspond cette différence d'effectifs. Est-ce que c'est des perdus de vue? Est-ce que c'est des patients qui ont été sortis d'études? Sachant que les perdus de vue, c'est les gens pour qui la durée de suivi n'a pas été suffisante pour qu'on arrive à recueillir le critère de jugement, alors que les sorties d'études, eux, il y a eu un suivi suffisant, on a eu le critère de jugement, mais le sujet a été exclu de l'analyse pour une autre raison. Donc on a le critère, on a l'information, mais on ne l'utilise pas, alors que dans les perdus de vue, on n'a pas réussi à recueillir l'information. Ici, si on reprend par rapport à notre article, ce qui nous renseigne sur la validité de l'étude, en particulier la validité interne, donc la qualité méthodologique, en lisant ce flowchart. Donc c'est déjà le fait qu'il y ait un flowchart, ça c'est un élément méthodologique qui est positif. En plus, le flowchart ici, il illustre vraiment ce que doit être un flowchart. Il est précis, il décrit complètement la population de l'étude, vous avez toutes les informations. On a bien le nombre de sujets qui étaient potentiellement incluables, le nombre de sujets inclus est randomisé, le nombre de sujets analysés, et on constate qu'il est le même que le nombre de sujets randomisés dans chaque groupe, donc que l'analyse est en intention de traiter. Et les patients qui sont perdus à chaque fois sont justifiés. On les exclut, ceux qui n'ont pas donné les consentements, et le nombre de perdus de vue. Le deuxième point méthodologique, super important, c'est justement de souligner qu'il y a 0 perdu de vue dans chaque groupe. Donc ça, c'est un élément aussi méthodologique fort, puisque l'argument de qualité, on dit, c'est qu'il faut moins de 10% de perdu de vue. Donc là, c'est entièrement rempli. Enfin, donc, je l'ai déjà dit, le troisième point méthodologique fort, c'est que c'est une étude qui a été réalisée en intention de traiter, ce que vous pouvez affirmer ici, puisque les effectifs sont les mêmes entre la randomisation et l'analyse, et ce, bien que le protocole thérapeutique n'ait pas été réalisé pour 5 patients. On les garde quand même dans l'analyse, donc on est bien en intention de traiter. Tous ces éléments que vous pouvez retirer en analysant le flowchart sont des éléments qui montrent que la méthodologie a été rigoureuse et donc c'est un argument pour la validité interne. On vous demandait ensuite dans la question la validité des conclusions des auteurs. Là, finalement, on vous demande de vous prononcer sur en quoi les conclusions sont effectivement applicables, en quoi les conclusions sont valides, en quoi elles concernent la population générale. Là, on raisonne plutôt sur de la validité externe. Et ça permet de souligner une des limites de l'article. Ici, quelle information, c'est un petit peu moins facile, mais quelle est l'information que vous pouvez retirer dans le flowchart qui vous permet de vous prononcer sur la validité externe et l'applicabilité à la population générale? C'est de voir que finalement, il y a quand même eu un pourcentage élevé de refus de participation, puisqu'il y a eu 30 refus de patients
et 5 patients qui n'ont pas été inclus à cause de la préférence du médecin. Donc sur les 137 de départ, ça fait quand même 35 patients, donc en gros un quart qui n'a pas été inclus dans l'étude, ce qui montre que y a quand même 25% de la population générale à qui, a priori, on peut estimer, extrapoler que ça ne pourrait pas s'appliquer. Donc ça, c'est un problème au niveau de l'applicabilité. C'est la petite limite qu'on pouvait souligner. La question 5, ensuite, qui porte cette fois-ci sur le tableau 1. Quel est l'intérêt de présenter les caractéristiques des patients à l'état basal séparément pour le groupe détection seul et le groupe stimulation? C'est-à-dire, en gros, dans le tableau 1, quel est l'intérêt d'avoir distingué les deux groupes, le groupe testé avec le stimulateur et le groupe contrôle, le groupe placebo? Ce qui est toujours comme ça, hein, finalement, dans le tableau 1, ça vous le savez bien. Alors, si on revient sur les rôles du tableau 1, le tableau 1, il vous renseigne sur les caractéristiques de l'échantillon qui a été inclus. En termes de caractéristiques démographiques, vous retrouvez souvent des informations de sexe, d'âge, etc. Mais aussi en termes de caractéristiques épidémiologiques, c'est-à-dire quelle pathologie présentent les patients, éventuellement à quel stade, est-ce qu'ils ont des comorbidités, etc. L'intérêt du tableau 1, la chose que vous connaissez bien, c'est que ça permet de juger de la comparabilité des groupes, parce que dès qu'on vous parle de comparabilité, vous avez le réflexe d'aller vérifier dans le tableau 1. Et si les groupes sont comparables, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de biais de sélection. La deuxième chose à citer, donc le deuxième intérêt du tableau numéro 1, c'est que ça vous renseigne non seulement sur la comparabilité des deux groupes, mais si vous regardez votre échantillon, ça vous permet aussi d'évaluer si l'échantillon est bien représentatif de la population cible que vous souhaitiez étudier au départ. Bon, ça, c'est bien sûr, faut avoir un petit peu de connaissances pour en juger, mais c'est aussi une information qu'on peut en retirer. Par exemple, si l'essai a pour but ensuite de s'appliquer à l'ensemble de la population, tous âges confondus, il faudra que dans votre échantillon, tous les âges soient également représentés. Sinon, votre échantillon n'est pas représentatif de la population à qui vous voulez appliquer les résultats de l'étude. Donc les deux choses, est-ce qu'il y a une comparabilité des deux groupes et est-ce qu'il y a une représentativité de l'échantillon par rapport à la population cible? Donc ici, on vous demandait finalement pourquoi est-ce qu'on distingue les deux groupes. Justement, ça c'est bel et bien pour juger de la comparabilité. Ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de vérifier que la randomisation a été efficace, qu'elle a été bien conduite et qu'elle a permis d'aboutir à des groupes comparables. Des groupes qui vont donc être comparables pour tous les autres facteurs et tous les autres facteurs potentiels de confusion. Et du coup, vu que nos groupes sont comparables, ce qu'on va juger, la différence qu'on va pouvoir mettre en évidence entre les deux groupes, on pourra estimer qu'elle est bien liée à notre intervention, c'est-à-dire au stimulateur. Donc ici, on vérifie que la randomisation aboutit bien à des groupes comparables. Ça renseigne, donc, comme j'ai dit, sur la qualité de la randomisation. Ce qui est important, donc, pour être sûr que les résultats ne soient pas biaisés, qu'il n'y ait pas intervention donc, de biais de confusion. Ça permet également de les rechercher. Comme on l'a dit dans le précédent article, en procédant ligne par ligne, en essayant de voir pour chaque critère si les groupes sont comparables, et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est une différence significative et est-ce que c'est une différence qui mérite d'être prise en compte? C'est-à-dire vous demandez pour chaque paramètre où il va y avoir une différence, est-ce que c'est un facteur de confusion? Est-ce que ça peut modifier les résultats de mon étude? Est-ce que ça peut modifier mon interprétation? Ici, les différences qu'on pouvait mettre en évidence, c'était qu'il y avait 2 fois plus d'hommes dans le groupe sans stimulation que dans le groupe stimulé, qu'il y avait aussi 10% de moins de syncopes confirmées par le test d'inclinaison dans le groupe sans stimulateur, et 5 fois plus d'accidents de la circulation dans le groupe avec stimulateur mais non programmé, donc sans stimulation. Ces paramètres pour lesquels il y avait des différences, le but c'est de les analyser un peu pour voir si ça peut être des biais potentiels et des facteurs de confusion à prendre en compte, et si oui, est-ce que c'est des facteurs de confusion qui auront été discutés ensuite dans l'article. Donc en gros, l'intérêt de présenter les deux groupes dans le tableau 1, c'est effectivement de s'assurer qu'ils soient comparables et d'essayer de repérer des facteurs de confusion potentiels. Éventuellement, en plus, on peut dire de juger de la qualité de la randomisation. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la question 5. Donc la question 6 maintenant. Donc là, on vous recitait une phrase de l'article et on vous demandait de la commenter. Donc en gros, la phrase, elle disait qu'il y avait quand même un sous-groupe dans l'étude pour qui on avait mis en évidence un bénéfice significatif à avoir un stimulateur. C'était le groupe chez qui, au moment du test d'inclinaison,
on avait injecté de l'isoprotérénol. Et on vous disait, commentez cette apparente contradiction. Alors, de quoi il s'agit là? C'est vrai que quand on lit la phrase, ça semble assez confus, on a du mal à voir la finalité, à comprendre ce que veulent dire les auteurs et quel est l'intérêt, vraiment. En fait, il faut se fier effectivement à son instinct. Si c'est ça que vous avez pensé en lisant la phrase, en fait, c'est bien la réalité. C'est-à-dire que c'est un exemple typique de ce qui peut être statistiquement significatif sans être pour autant cliniquement pertinent. On a l'impression qu'on ne comprend pas à quoi ça correspond, qu'on ne voit pas l'intérêt de cette information. Et c'est le cas. Et en fait, là, ce qui doit ressortir un petit peu comme réflexe dans votre esprit, c'est qu'il s'agit d'une analyse en sous-groupe. Et dès que vous voyez ça marqué, analyse en sous-groupe, vous devez vous méfier. L'analyse qui est intéressante dans l'étude, c'est vraiment le critère de jugement principal, c'est l'analyse principale. À chaque fois qu'on fait des analyses en sous-groupe, il y a quand même un risque qu'on essaye en gros de trouver un élément pertinent pour sauver l'article parce qu'on n'aura pas été significatif sur le reste. Et qu'on essaye de trouver une autre information dont on puisse se servir pour sauver nos conclusions. Ce dont il faut... Donc ça ne veut pas dire que dès qu'il y a des analyses en sous-groupe, il n'y a rien de pertinent à en traiter, à en tirer, mais en tout cas, ça ne doit absolument pas fonder la conclusion de l'étude. L'analyse en sous-groupe, c'est des informations accessoires, mais ça ne doit pas fonder la conclusion de l'étude. Là, donc j'ai dit le réflexe qui doit venir à votre esprit quand vous lisez analyse en sous-groupe, c'est que plus on fait d'analyse, plus on choisit de sous-groupe, et plus on a de chance de finir par tomber sur un résultat statistiquement significatif. Et ça se résume avec les mots-clés qui sont que la multiplication des tests statistiques entraîne une inflation du risque alpha et donc augmente la probabilité de tomber sur un résultat significatif statistiquement. Mais comme j'ai dit, pas forcément significatif cliniquement. Et vraiment, même si là c'est statistiquement significatif, ça ne peut pas fonder la conclusion de l'étude. Donc ici, c'est le cas. Plus on multiplie les analyses en sous-groupes, plus on augmente le risque ou les chances, comme vous voulez, de trouver une différence qui soit statistiquement significative, même si elle n'a aucun sens cliniquement. On a choisi un certain nombre de paramètres, et puis il y en a un qui ressort, qui est statistiquement significatif, mais c'est juste lié au fait qu'on a fait suffisamment de tests pour en avoir un qui finisse par avoir un sens statistique. Donc, la phrase, pour résumer un petit peu, c'est que la multiplication des tests statistiques augmente la probabilité de parvenir à une différence statistiquement significative par inflation du risque alpha. Là, vous aviez les différents mots-clés. Et en fait, ici, il n'y a pas d'explication biologique possible, il n'y a pas de rationnel scientifique. On voit bien qu'on ne comprend rien à cette relation de cause à effet qu'ils ont essayé de mettre en évidence. Et ça doit vous faire mettre en doute la réalité de ce phénomène, mettre en doute la signification clinique, malgré la signification statistique du résultat. Donc toujours garder un esprit critique. Donc le dernier temps de l'article, comme tout à l'heure, c'est le résumé. Et on va pouvoir reprendre la grille qu'on avait déjà mise au point et qu'on a utilisée pour l'article 1 et qui est cette fois-ci complète. Donc le premier temps, on a dit toujours l'objectif, une partie assez courte qui vous permet de donner éventuellement une phrase sur le contexte et par contre, phrase indispensable de citer l'objectif. Ici, ce qu'on pouvait proposer pour le contexte, c'était que la stimulation cardiaque pour traiter les syncopes vasovagales récidivantes a été évaluée dans 3 essais contrôlés, mais des essais de faible effectif et sans aveugle. Phrase suivante, du coup, conséquence, notre objectif ici, c'est de déterminer si la stimulation cardiaque diminue le risque de rechute chez des patients présentant des syncopes vasovagales. Là encore, vous aurez repris la phrase d'objectif à la fin de l'introduction. Le deuxième paragraphe, le matériel et méthode. Donc je ne reviens pas sur le fait que c'est le paragraphe le plus long. Le type d'étude, c'est-à-dire l'objet de l'étude. Ici, on est dans un essai thérapeutique. Les caractéristiques de l'étude. Donc là, on va essayer de toutes les citer. Il s'agissait d'un essai donc, thérapeutique, on l'a dit. Les essais thérapeutiques, pour le coup, c'est sur le mode expérimental. On fixe les conditions de réalisation et ce sont des essais qui sont analytiques. On essaye de comprendre. C'était réalisé sur groupe parallèle.
C'était multicentrique, ça c'est clairement dit dans l'étude aussi. C'était un essai prospectif qui était contrôlé, puisque contre placebo, stimulateur non activé, qui était randomisé, on a suffisamment parlé de la randomisation dans les premières questions, et qui était mené en double aveugle. Et je l'avais dit, je ne sais plus, sur groupe parallèle. Hein, on prenait les deux groupes et ils étaient suivis de façon parallèle jusqu'à la fin de l'essai. Ce n'est pas un crossover ici. Ce qui pouvait éventuellement vous donner le doute, c'est qu'on dit que les patients qui ont reçu le stimulateur non activé peuvent bénéficier d'une activation ensuite, mais ce n'est pas un crossover, puisque si activation il y a, elle intervient en fait après la fin de l'étude. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'essai. Donc essai thérapeutique, expérimental, randomisé, en double aveugle, multicentrique, mené sur groupe parallèle et contrôlé contre placebo. Ensuite, j'ai dit, c'est bien de citer la période et le lieu de réalisation, donc réalisé de septembre 1998 à avril 2002 dans 15 centres répartis dans le monde. La population concernée, c'est les patients qui ont des antécédents de syncope vasovagale récidivante. Ensuite, quelle est la procédure qui a été évaluée? C'est l'implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre. Et puis, le critère de jugement principal et éventuellement quelques détails sur la méthode de l'étude. Ça vous permet de dire que vous aviez 100 patients qui étaient randomisés en deux groupes. Un groupe stimulation, en réponse à une bradycardie soudaine. Un autre groupe détection, mais sans stimulation. Et que le critère de jugement principal pour comparer vos groupes, c'était la survenue, donc la récidive des syncopes. Ce qui était proposé là dans la correction du CNCDI, c'était aussi de citer la période de suivi, donc sachant que les patients étaient suivis pendant 6 mois ou alors jusqu'à la survenue de la première syncope. Le paragraphe suivant, en ce qui concerne les résultats. Donc à peu près 35% des mots, on l'a déjà dit. Toujours se prononcer d'abord sur le nombre de patients qui a été effectivement inclus et le nombre de patients dans chaque groupe, éventuellement en précisant, parce que vous avez remarqué que c'était le cas ou pas, que les groupes sont comparables, donc se prononcer sur la comparabilité, puis donner les résultats pour le critère de jugement principal, avec, comme on l'a dit, la valeur brute, les indices et le caractère significatif ou non, et éventuellement les résultats de critères secondaires s'il y en a qui paraissent importants. Ici, si on prend ces résultats, ce qu'il fallait dire, c'est qu'il y a eu 48 patients inclus dans le groupe placebo et 52 dans le groupe contrôle. Donc, vous citez les effectifs. Et moi, ce n'était pas dans la correction, mais je pense que c'est bien de dire que les groupes étaient initialement statistiquement comparables. Ensuite, vous donnez les résultats chiffrés. 16 patients parmi les 48 patients du groupe stimulé ont eu une syncope. 22 patients sur les 52 témoins ont eu une syncope. Aucun patient n'a été perdu de vue. Le risque évalué était donc risque de syncope à 6 mois, 40% avec l'intervalle de confiance, 25-52% pour le groupe contrôle, et dans le groupe stimulé, 31% avec l'intervalle de confiance, -33, +63. Donc vous avez donné le résultat chiffré, le nombre de syncopes, les indices qui correspondent ici encore à une évaluation de risque, et le caractère significatif ou non que vous jugez avec l'intervalle de confiance. Quand je dis qu'on peut citer des critères de jugement secondaires pertinents, dans un essai thérapeutique, le critère secondaire que vous devez absolument rechercher et essayer de citer si vous le pouvez, c'est sur la tolérance du traitement. Donc là, il fallait penser à mentionner, et ce n'était pas forcément évident parce que c'était quelque chose que vous deviez tirer du tableau 2 et qui n'était pas mentionné tel quel dans l'article, d'où l'intérêt d'avoir en tête que dans un essai thérapeutique, les résultats ils portent à la fois sur le critère de jugement principal, c'est-à-dire en termes d'efficacité, et qu'il y a un critère de jugement secondaire qui est important, qui est la tolérance du traitement. Donc ici, pareil, pour chaque groupe, vous donnez les complications. Il y a eu 10 complications dans le groupe stimulation, et 9 complications, dont une infection grave quand même, dans le groupe témoin. Donc là, en termes de tolérance du traitement, c'est le critère secondaire que vous pouviez choisir de citer, et même à mon avis qu'il fallait choisir de citer. Vous avez rempli le contrat, vous avez donné donc également les infos sur la tolérance. Le dernier paragraphe, c'est la conclusion, donc la réponse que vous allez apporter à la question étudiée. Souvent, c'est une réponse, aussi une ligne, une formulation à reprendre quasiment telle quelle dans la discussion, qui est ce qu'on pouvait proposer. La stimulation cardiaque
ne réduit pas le risque de récidive de syncope vasovagale, puisque les résultats sont non significatifs avec des intervalles de confiance qui comprennent 1. Et donc ce traitement ne devrait pas être proposé en première intention dans la prise en charge des syncopes vasovagales récidivantes. Donc toujours avec un total de moins de 250 mots, en restant fidèle à l'article sans interprétation. Donc si on reprend la grille un petit peu, la grille source que je vous ai proposée pour essayer de composer votre résumé avec les éléments vraiment à ne pas oublier, finalement c'est aussi la grille de lecture que vous pourriez utiliser grosso modo comme méthode un petit peu pour analyser votre article quand il s'agit d'un essai thérapeutique, puisque c'est important d'essayer de réfléchir sur toutes les caractéristiques méthodologiques de l'article. Donc on a dit en particulier, les essais thérapeutiques, c'est bien sûr expérimental, analytique, donc ça c'est un peu moins important, mais toujours essayer de se demander est-ce que c'est sur groupe parallèle ou en crossover, uni ou multicentrique, prospectif, rétrospectif, ça bien sûr. Et les mots-clés importants, le fait que ce soit contrôlé contre un placebo, contre le gold standard, le traitement de référence, que ce soit randomisé, que ce soit en double aveugle, et ce qu'il faudra ajouter ici, c'est que ce soit également en intention de traiter. Il fallait le mettre aussi dans le résumé, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais bien sûr c'est une caractéristique méthodologique importante. Donc multicentrique, c'est toujours mieux. Les autres critères méthodologiques importants, ce sera de se prononcer en ce qui concerne le critère de jugement principal sur le fait qu'il doit être bien sûr unique et pertinent. Il faudra toujours vous intéresser aux critères d'inclusion de votre population pour être sûr de la même façon qu'il soit pertinent. Et puis en ce qui concerne la population, il ne faut pas oublier de dire qu'il faut qu'il apparaisse à un moment ou à un autre de l'article le calcul du nombre de sujets nécessaires. Donc la population, les critères d'inclusion et le calcul du nombre de sujets nécessaires, le critère de jugement principal, unique et pertinent. Et ceci, bien sûr, ensuite, en ce qui concerne la population, vous en jugez en particulier avec le tableau 1 et le flowchart. L'analyse en intention de traiter est toujours mieux que l'analyse per protocole. Ça aussi, c'est dans votre caractéristique méthodologique par rapport aux critères de jugement. Qu'est-ce que je peux ajouter encore ? Dans la méthodo, il y aurait aussi les tests statistiques. Bien sûr, il doit être adapté au type de variable, et ça, il faut que vous essayiez de retenir, quand il s'agit d'une variable qualitative ou quantitative, quel type de test on applique. Une dernière petite remarque sur le critère de jugement principal, il doit être effectivement unique, très important, pertinent, et si possible, une fois de plus, que ce soit une variable plutôt objective. En ce qui concerne les résultats, toujours la même chose, la valeur brute, les indices de précision et de dispersion, le résultat du test statistique, est-ce que c'est significatif ou pas, et dans un essai thérapeutique, toujours dans les critères secondaires, essayez de se pencher sur la tolérance du traitement. La discussion, dans votre article, là ça va être de discuter l'applicabilité, on en a parlé tout à l'heure, la validité interne, la validité externe, et surtout essayer de discuter les biais. Et si on vous pose une question sur les biais, essayez de chercher dans la discussion s'il n'y en a pas, qui sont suggérés par les auteurs. Donc voilà pour reprendre un petit peu la grille de lecture que vous pouvez essayer d'utiliser quand vous êtes confronté à un essai thérapeutique.